Allez, nouveau chapitre à préparer pour mes élèves, et mon préféré dans l'histoire, l'époque gallo-romaine. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Javols, l'ancienne capitale des Gabales. Mais comment rendre ça intéressant? Ils vont encore me dire, mais monsieur, c'est juste des cailloux? Bon, j'ai pas d'idée, je vais faire une petite partie de jeu vidéo, l'inspiration viendra plus tard. C'est pas parce que c'est une cité antique qu'il faut travailler à l'ancienne. Imagine si au lieu de décrypter des plans, tu pouvais marcher dans la cité comme si elle existait encore. Grâce au LIDAR, on a numérisé les vestiges enfouis. Avec les recherches historiques et archéologiques, on peut visualiser la cité telle qu'elle était il y a 2000 ans. Ça reste quand même très technique pour des élèves de collège, non? Justement, c'est là qu'intervient Javols 360. Avec cette application, tes élèves ne sont plus des spectateurs, ils deviennent des explorateurs. Pour comprendre comment les habitants vivent, ils vont devoir résoudre des énigmes en interagissant avec les structures modélisées. Ils pourront suivre des quêtes et des défis pour reconstituer les quartiers et découvrir la vie quotidienne des Gallo-Romains. Donc, au lieu de juste écouter mon cours, ils seront les acteurs de leur découverte? Exactement. La gamification, c'est ça. Transformer l'apprentissage en une aventure immersive. Quand on joue, on retient mieux et on s'implique plus. Regarde, Hugo le Charpentier s'est particulièrement investi dans ce projet. C'est lui qui va t'expliquer comment la réalité virtuelle et la gamification peuvent révolutionner la valorisation du patrimoine. Alors là, c'est vraiment pas la même histoire. Les slides sont sur le bureau. Mathilde, les slides sont sur le bureau. Ah, c'est déjà. Super. Merci, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Hugo Le Charpentier. Je suis chef de projet SIG à la région Occitanie depuis 2015 maintenant, donc ça commence un peu à faire. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc, de Javols. Javols, c'est en Lozère. C'est un petit site archéologique que vous pouvez visiter, qui est ouvert au grand public. Si vous remontez en fait, vers Clermont-Ferrand sur la 75, vous sortez à l'aire d'autoroute de l'Aubrac. C'est la sortie Aubrac. Et je vous invite vraiment, alors surtout en période estivale, parce que l'hiver il y a un peu rude là-bas, à y aller faire un tour tout seul, en couple, en famille, etc. Pourquoi? Parce que c'est un petit site archéologique qui est bien valorisé, puisqu'il y a un musée sur place qui est en propriété du conseil départemental de la Lozère, avec tous les vestiges qui sont exposés. Et puis en plus, tous les étés, ils font la fête des Gabales, donc il y a tout un parcours de médiation, il y a plein de petites activités pour les jeunes et pour les moins jeunes, pour comprendre en fait comment s'organiser la vie sur ce site. Et donc là, avant de commencer la présentation, je vais vous partager un petit film qui dure que 2 ou 3 minutes.
stylisé. Désolée pour les petits raccords techniques. Sylvain Sucellus, dieu de la forêt et du bois, patron des travailleurs du bois, charpentier et tonnelier. Celsius, vraiment, il aime entendre sa voix dans les airs. Parmi les fromages les plus estimés à Rome, celui provenant de la Lozère et des villages du Gévaudan, mais sa qualité dureuse et doit être consommé frais. À l'empereur Postumus, invincible, pieux, heureux, Auguste, père de la patrie, consul 4 fois, la cité Pégabale. Bien, merci. Donc voilà, c'était une petite présentation vidéo pour contextualiser en fait le site de Javol. Donc le site de Javol, aujourd'hui, je pense qu'il y a entre une centaine d'habitants, alors qu'avant, c'était une cité antique qui accueillait approximativement 4000 personnes. Donc aujourd'hui, en fait, si un jour vous y allez, il n'y a effectivement pas grand-chose. Il y a un peu de détails, il doit y avoir un petit bar qui est ouvert juste en période estivale, le musée, et puis... Comment ? Maison familiale de France. Oui, aussi. Et il y a une école forestière d'ailleurs. Ah, faut que je regarde que là. Ok. Alors,
Donc moi, je vais vous parler spécifiquement de comment, à la région Occitanie, on a réussi à valoriser en fait le site archéologique. Parce que le site archéologique, aujourd'hui, si vous y allez, alors il y a un appontement qui a été fait sur les 2 dernières années, donc où il y a une maquette qui a été modélisée en résine et qui permet en fait de voir un peu ce que vous avez vu là sur le film, les bâtiments en fait, d'époque, comment les quartiers étaient organisés. Mais après, effectivement, il y a très peu de vestiges, il y a quelques pans de murs, quelques petits cailloux par-ci, par-là. Et si finalement vous n'allez pas faire un petit tour au musée, en fait, c'est difficile en fait, d'appréhender le site. C'est difficile en fait, de se rendre compte comment c'était en fait, autrefois. Et surtout, c'est difficile de s'imaginer qu'il y avait vraiment des quartiers avec un forum, un théâtre, etc. etc. Donc l'objectif, c'était vraiment, pour la région Occitanie, de travailler sur la commande donc, de la direction de la culture et du patrimoine, voilà, qui avait un projet. L'idée, c'était, il y a eu des fouilles pendant presque 2 décennies. Il y a notamment un étudiant qui était à l'université terrestre, donc de l'université de Tours, qui faisait sa thèse et qui avait fait un relevé lidar, un nuage de points en fait, de toutes les fouilles qui avaient été réalisées. Et donc il y avait ce jeu de données en fait, qui pouvait être potentiellement utilisé. Mais ils ne savaient pas en fait, spécifiquement ce qu'ils pouvaient en faire, si c'était potentiellement utilisable. En tout cas, eux, ils voulaient concevoir un produit de médiation qui constituerait en tout cas une véritable valeur ajoutée, en plus du discours de médiation qu'on retrouve in situ. Parce que, encore une fois, si vous allez sur place, il y a le musée, il y a une personne qui fait une médiatrice sur place, et il y a un parcours pédestre autour du site avec tout un tas d'écriteaux, etc. Donc vous pouvez aussi aller sur le site pour visiter, pour avoir ce discours de médiation. Mais en plus aujourd'hui, il y a une flotte de casques, puisque l'application, alors il y a 2 applications, je vais y revenir. Il y a effectivement Javol 360 qui s'appelait Javol 3D avant, donc ça c'est une application de réalité augmentée. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store et sur Google Play, elle est totalement gratuite. Et elle est aussi disponible sur des casques en fait, au musée que vous pouvez louer. Si vous n'avez pas en fait, de smartphone, elle est installée sur des casques Oculus Pro si vous connaissez aussi. Et donc là c'est intéressant parce que quand vous êtes sur place, vous pouvez en plus d'avoir le discours de médiation, vous représenter sur chaque point d'intérêt comment était organisée en fait, la vie autrefois. Donc là, voilà, la localisation du site à Javol. Donc là vous voyez en fait c'est des images aériennes qui ont été acquises par l'Avion Jaune, qui est une société montpelliéraine d'ailleurs. Et qui ont permis aussi il y a un photomaillage d'ailleurs qui a été présenté. Il y a aussi un photomaillage dans Javol VR, puisque Javol VR c'est la déclinaison finalement de Javol 360, mais pour le casque HTC Vive Pro et Oculus aussi. Sauf que là on est sur du 100% virtualisé. Donc si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'aller à Javol, vous pouvez l'utiliser de chez vous si vous avez un casque. L'application est aussi totalement gratuite et disponible sur Steam VR. Donc maintenant la genèse du projet, comment on est arrivé là-dessus. Avant les applications, il y avait de toute manière un projet de valorisation sur le site. Donc là vous voyez c'est l'image aérienne et en fait les petites couleurs en fait c'est les floraisons. Il y a un aménagement paysager qui a été fait avec une composition de végétalisation florale qui permet en fait, donc là c'est en lien avec justement l'école forestière qui est sur place, donc c'est les étudiants, c'est un projet pédagogique, en fait ils font des tontes par rapport au quartier d'époque, et l'idée en fait c'est de représenter par les compositions florales en fait le périmètre des quartiers d'époque. Donc ce que vous avez vu avant dans le petit film là où il y a le forum, etc., enfin le forum pardon, etc., c'est de représenter en fait le cœur de la cité antique. Et il y a un parcours d'interprétation pédestre autour donc, de ce site que vous pouvez faire à pied. Il y en a un court et un long. Pour le plus long, il fait 3 km, c'est pas non plus. Et donc vous allez trouver différents écriteaux, etc., avec différents points d'intérêt où vous pourrez effectivement comprendre l'organisation du site antique. En 2016, donc, il y a une volonté de la direction de la culture et du patrimoine effectivement de
scénariser un parcours permanent à partir d'un dispositif innovant. Donc ça, c'est une commande, donc la direction de la culture et du patrimoine, elle est venue voir la DIN, donc c'est la direction de l'information du numérique, à laquelle j'appartiens, puisque c'est nous qui gérons un peu tout ce qui est nouvelles technologies, SIG, etc. Et ils sont venus nous voir en disant, bon ben voilà, on a un image de points, on a des données, on a ce projet de valorisation, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un marché en fait qui a été remporté par Art Graphique et Patrimoine, c'est une société parisienne, qui notamment est spécialisée dans la reconstitution de dispositifs 3D, etc., surtout sur la thématique historique, qui officie un peu partout dans le monde. Et donc on a lancé en fait la phase opérationnelle de création d'applications, donc Javol 3D à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Javol 360. Donc l'objectif de cette démarche, c'était, on avait un cahier des charges, et l'objectif, c'était en fait de choisir un échantillon de la population qui allait être représenté en fait les futurs utilisateurs. Et c'est eux en fait qui allaient choisir l'outil qui allait être plébiscité, parce qu'au départ, on ne savait pas si ça allait être une application smartphone, un site web, etc. Donc l'objectif, c'était vraiment de sensibiliser, de choisir un échantillon de la population, donc avec du public jeune, des adolescents, des collégiens, des lycéens, des adultes, des aussi. Et l'idée, en fait, c'était de les confronter finalement à cette commande et de leur dire, bon bah voilà, comment en fait, en termes d'idéation, vous verriez une application de ce type-là, voilà, à échéance moyen long terme. Donc, l'objectif, ça a été de constituer des ateliers utilisateurs et donc de faire tester en fait quelques maquettes, c'est-à-dire que l'objectif c'était en fait de recueillir les avis utilisateurs, de placer les utilisateurs au centre de la réflexion et d'essayer en fait de recueillir leur avis sur l'ensemble du périmètre en fait applicatif. Alors pourquoi finalement c'est le casque que vous voyez ici qui a été plébiscité? Parce que finalement, comme c'est un site qui est extérieur, comme l'été, il y a beaucoup de lumière, etc., finalement, on s'est vite confronté au problème que si c'était une application, bien qu'elle soit disponible aussi sur smartphone sans casque, on avait des problèmes de luminosité, on pouvait pas très bien, etc. Et le casque, en fait, on s'affranchissait finalement de cette problématique. Et donc, on vivait vraiment l'expérience comme on devait la vivre sur le papier, en plus du discours de médiation in situ. Et du coup, c'était génial parce que, surtout le jeune public, ils apprenaient des choses, en plus de pouvoir pallier finalement la réalité au deuxième siècle. Donc là, c'était des petites photos, etc. Donc ensuite, une fois que l'outil a été publicité, nous on a valorisé ça, parce qu'il y avait le Salon international du patrimoine à Paris, au Carrousel du Louvre, on a présenté ça. On a présenté ça aussi officiellement avec à la présidente du conseil départemental de la Lozère. Et aussi, on a fait quelques valorisations, notamment sur les journées, les rencontres professionnelles de la Narbonnaise et divers salons, notamment le campus de l'innovation touristique, puisque ça reste quand même une application grand public, ça reste aussi une application qui est faite pour les statistiques sur le musée, c'est-à-dire en période estivale, on est à peu près sur du 6000 visiteurs par an. Donc c'est un petit site, le Javol, c'est vraiment, c'est un petit site archéologique, mais après 6000 personnes qui viennent au musée, etc., c'est quand même super intéressant. Et c'est surtout aussi un produit d'appel qui facilite finalement la connaissance du territoire par un dispositif innovant. Donc ça c'était très intéressant parce que c'était la première fois en fait qu'un site archéologique qui est en copropriété, puisqu'il y a la région, le département de la Lozère et le PCI Terre-en-Aubrac, pouvait en fait valoriser un site archéologique où on voit finalement très peu de choses, d'une part par les vestiges qui se trouvent au musée, et d'autre part surtout avec vraiment un produit d'appel qui est maintenant une application 3D. Par contre, donc, la limite qu'on avait, c'était que ça restait de la réalité augmentée, ça restait que, encore une fois, même si vous pouvez télécharger l'application sur votre smartphone et vous pouvez regarder un peu ce que ça donne ici depuis la salle par
l'idée quand même du dispositif, c'est d'aller sur place, puisque c'est quelque chose qui apporte une véritable valeur ajoutée en plus du discours en médiation. L'objectif, c'était aussi d'apporter la culture partout et pour tous. Et c'est pour ça qu'on s'est penché aussi sur la déclinaison d'une application en réalité virtuelle, donc 100% virtuelle. Sauf que là, on a voulu apporter effectivement donc, de la qualification. Pourquoi? Parce que l'objectif aussi, c'était de fédérer les utilisateurs, alors toujours de placer les utilisateurs au centre de la réflexion, mais qu'ils soient aussi acteurs de cette expérience. Donc si vous testez en fait l'application un jour, vous verrez qu'il y a des quêtes à faire, etc. Par exemple, dans la vidéo que vous avez vue sur les termes, il y a un strigile. Le strigile, c'était, vous avez déjà vu peut-être Gladiator, ou etc. En fait, c'est ce que les personnes en fait, se passaient sur la peau pour enlever les impuretés, pour se nettoyer, etc. Donc il y a une quête par rapport à ça, où le strigile il est perdu dans la cité, il faut le retrouver, le ramener dans les termes. Et puis après, il y a plein de points d'intérêt avec des explications. Donc il y a des fonds sonores avec une personne qui vous explique en fait pour chaque point d'intérêt, donne du contexte au point d'intérêt, et elle vous explique un peu l'intérêt en fait du lieu sur lequel vous vous trouvez. Aujourd'hui dans l'application, il y en a 7 et il y en aura un 8e cette année, parce qu'il va y avoir aussi une mise à jour. Donc en 2019, on a la volonté d'aller vers de la réalité virtuelle. On a la volonté aussi de prendre un peu notre bâton de pèlerin et puis de faire encore plein de rendez-vous comme le campus innovation touristique, comme aller le présenter dans des musées, dans des lycées, etc. Donc c'est pour ça que ici vous voyez une structure gonflable. La structure gonflable, en fait, elle permet juste, quand on fait nos présentations, d'installer avec un prestataire en fait, tout l'environnement 3D pour que en fait, les gens s'immergent directement dedans et se sentent en fait, directement imprimés de l'expérience utilisateur. Ça permet aussi de projeter en fait, ce que voit l'utilisateur en train de tester l'application à l'extérieur du cube. Comme ça, en fait, quand les visiteurs passent, ils peuvent voir exactement ce que voit la personne. Donc là, pareil, ça se fait dans une démarche de projet agile. Donc on avance pas à pas, objectif par objectif. On formalise un catalogue produit. L'idée, encore une fois, c'est pas du tout de dire on veut ça. L'idée, c'est de dire, voilà, au départ, on a une idée de valorisation d'un territoire. On veut plébisciter effectivement un outil sur un support de réalité virtuelle, mais c'est encore une fois les utilisateurs qui vont décider en fait du périmètre fonctionnel et technique du dispositif. D'autant plus que pour cette fois-ci, on a travaillé avec une association pour le handicap qui s'appelle Home Nature, une association aussi sur la métropole, puisque l'objectif en fait c'était aussi de pouvoir permettre aux personnes en mobilité réduite de pouvoir en fait tester l'application, profiter de l'application mais sans forcément tester la manette. Parce que vous savez, le casque, souvent il y a une manette. Donc là aussi il y a un mode d'accessibilité où la personne handicapée, même si elle n'a pas l'usage de ses mains et de ses pieds, elle peut tout faire en fait avec le regard. Donc il y a une compatibilité par rapport à ça, et c'est aussi dans ce sens-là que ça a été développé. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est disponible sur le Vive Pro. Donc là, toujours pareil. Là, il y a des notions budgétaires aussi. Je trouve que c'est intéressant aussi de les mettre. L'application Java 360, elle a coûté, le marché c'était un peu plus de 100 000 €. Et la déclinaison sur l'application en réalité virtuelle, c'était du 80 000 €. Ça donne quand même des ordres de grandeur pour savoir ce que ça peut coûter à une collectivité de s'engager dans un projet comme ça, sachant que nous en plus on a fait travailler Art Graphique et Patrimoine sur le premier dispositif, donc Java 360, qui est une boîte parisienne, mais aujourd'hui le titulaire du marché c'est IGO, une société qui est basée à Nîmes. C'est elle qui a la maintenance et qui a créé aussi Javol VR, qui a capitalisé sur ce qu'on avait fait. Alors ce qui est intéressant dans Javol VR, c'est que au-delà de ce qui est proposé dans Javol 360, donc on a de l'image aérienne dans Javol 360, on a de l'information géographique, il y a le parcours PDF,
l'ADS, la description, enfin, les points d'intérêt, etc. Et dans Java EPR, au début, quand vous arrivez en fait dans l'application, vous êtes en l'an 2025, vous avez une explication avec une personne qui parle et une mise en contexte, et vous êtes du coup dans une maquette numérique, donc c'est un photomaillage, un peu comme ce que vous avez vu avant. Et ça a été possible parce qu'on a justement la jeune qui a pris des images aériennes pour justement réaliser cette maquette numérique sur l'ensemble du site et permettre en fait la constitution d'une maquette numérique. Donc ça s'est fait avec un petit ULM comme ça. Donc après ça c'est la méthodologie, mais j'en parle pas parce que j'en ai parlé, c'est-à-dire c'est de l'agile et de l'UX design, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers d'idéation pour formaliser un catalogue produit. On avance objectif par objectif, on teste des maquettes, on les valide et ensuite on propose un produit de sortie. L'idée c'est justement de toujours mettre l'utilisateur au centre de l'expérience et de se référer à ce que veulent vraiment les utilisateurs finaux par rapport à la définition du périmètre applicatif. Nous on n'impose rien, on a juste l'idée et après c'est les gens qui font le cheminement. Donc, sur la méthodologie, par contre, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y avait des comités techniques, des comités scientifiques, des ateliers techniques et un comité de pilotage. Le comité scientifique est très important. Pourquoi? Parce que l'idée, les données de base, c'était le LIDAR avec une image de pointe, de l'inertie terrestre, et que tout ce qui est représenté dans l'applicatif, dans les applicatifs, que ce soit Java 360 ou Java EPR, ça a été validé scientifiquement. Derrière, il y a des archéologues, c'est eux en fait qui disent que oui, la texture du toit de la maison elle est ok, que les personnages qui sont dans l'application de réalité virtuelle au niveau de l'enregistrement c'est ok, que la vie dans le village c'est ok, etc. Il n'y a rien qui a été fait de manière un peu mouillée, c'est-à-dire on a pris des libertés. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait aujourd'hui est quand même à une validation scientifique, et ça c'est important de le souligner. Et ça a été fait, cette méthodologie a été appliquée à la fois sur Java 360 et sur Java EPR. Donc là ensuite, voilà, donc ça c'était les ateliers pour utilisateurs, etc., donc des petites photos. Ça, c'est une image du catalogue produit. Donc, ce qui est intéressant avec un catalogue produit, c'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs qui émettent des idées. Par exemple, je voudrais qu'il y ait de la vie dans le village quand on est malade. Il faut savoir statistiquement combien de fois cette idée elle revient. Si elle revient beaucoup de fois, il faut lui donner en fait une priorité. Donc, savoir en fait, si elle revient, je sais pas, sur 200 personnes, si elle est revenue 150 fois, c'est-à-dire que beaucoup de gens la demandent et donc il faut s'y intéresser. Et après, il faut savoir définir sa complexité. Donc, sa complexité de mise en œuvre en matière de développement, etc. Et c'est ça après qui va nous, par rapport au catalogue produit, déterminer en fait le budget de développement, notamment en lien avec le prestataire. Prioriser et savoir ce qu'on va pouvoir faire à court, moyen et long terme. Voilà ce que j'avais à dire. Et donc du coup, pour terminer, ça c'était donc la phase de création des dispositifs. Aujourd'hui, les dispositifs sont opérationnels depuis maintenant 3 ans. Et on a lancé un second marché, c'est Science et Animation, une boîte toulousaine. Et eux, en fait, leur objectif, c'était justement de communiquer sur le dispositif à un large public, donc grand public, lycéens, collégiens, etc. Dans plein de... je crois qu'ils ont fait une vingtaine d'événements. Et le but, c'était de recueillir en fait des avis d'utilisateurs et de la statistique pour pouvoir ensuite voir en mode d'exploitation si le produit convenait aux personnes et pouvoir aussi organiser du coup la mise à jour du catalogue produit pour adapter en fait les futures mises à jour du dispositif. Voilà. Donc je ne vais pas en dire plus. Il y a plein de diapos, mais elles ne sont pas forcément intéressantes. Ce que j'aurais bien aimé vous faire, alors à la base, il y avait l'édition des prestataires qui viennent aujourd'hui pour vous faire en fait une démo. Ça va plus se faire à cause de contraintes budgétaires, mais en tout cas, c'est des applications qui sont disponibles gratuitement. Et un jour, après, si vous voulez vraiment tester l'application, vous nous contactez à la région et nous, on a
la cité d'économie des métiers de demain qui est à l'Odysseum, là, où il y a une salle VR. Je peux aller vous faire aussi tester l'application, si vous n'avez pas de casque chez vous, etc., pour avoir un petit moment de test. Voilà. Si vous avez des questions, on peut prendre 1 ou 2 minutes. Oui. Les casques verts, ça a quand même un coût économique et aussi écologique. Est-ce qu'il y a quelques années, il y avait les Google VR Cardboard? C'est des sortes de. On met son téléphone dans une sorte de VR en carton. Et est-ce que vous avez expérimenté avec ce genre de dispositif? Ouais, on avait expérimenté, mais c'était le petit casque blanc au tout début que vous avez vu, là, c'est le Samsung Smart Gear. C'est celui-là qui avait été plébiscité, parce que c'était lui qui avait bien vendu, et effectivement, c'est un casque où on met un smartphone dedans. Sauf que ça a duré 3 ans. Ça a duré que 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on devait acheter des iPhones, enfin des smartphones. On devait faire la maintenance des smartphones. C'était compliqué parce qu'il y avait des mises à jour d'iOS, etc. Enfin d'OS, pardon, régulièrement. Donc on est passé sur le Oculus, qui est une solution autonome, clé en main, et qui est beaucoup plus et qui est moins chère en plus. Voilà. Par contre, quand vous allez sur le site, vous n'êtes pas obligé de louer, de tester avec le casque. C'est-à-dire que vous pouvez très bien un jour avoir le choix, faire le choix de télécharger en fait l'application sur votre smartphone et puis de faire le parcours d'interprétation avec l'application sur votre smartphone. On laisse le choix aux gens. Bonjour, et merci pour la présentation. Je suis enseignant pour ma part en histoire-géographie en lycée et je voulais savoir si on pouvait utiliser aussi l'application en trouvant un casque VR. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une manette de jeu typiquement, parce que le casque VR en lycée c'est compliqué, on va voir, on y aura accès. Alors non, la manette de jeu, non, parce que c'est pas de compatibilité pour l'instant. Par contre, vous pouvez télécharger l'application sur smartphone. Alors, vous aurez accès à Java 360 sur smartphone. Et si c'est pour l'application VR, il n'y a pas de déclinaison pour l'instant, il n'y a pas de déclinaison autre que le casque. Par contre, en 2025, l'application VR, donc aujourd'hui elle est en production sur l'HTC Vive Pro qui coûte assez cher, mais elle va être disponible sur Oculus aussi. Voilà, l'application VR. Voilà. Et l'application 360, il faut être sur place pour l'utiliser? Non, pas du tout. C'est pour ça que là, vous pouvez la télécharger et voir et parcourir en fait Java. C'est juste que dans l'idée, le dispositif Java 360, c'est pour accompagner le discours de médiation in situ. Donc effectivement, mais rien ne vous empêche de la télécharger, de regarder les points d'intérêt aux gens. Et après, il n'y a pas les quêtes, du coup, dans 360? Non, dans les 360, il n'y a pas de gamification. C'est juste, par contre, vous pouvez naviguer sur l'ensemble des POI, avoir toutes les explications sonores, textuelles, etc. Mais par contre, le mode quête, etc., ça c'est que dans la déclinaison VR. Puisque l'objectif c'était d'amener la culture partout pour tous sans forcément se déplacer, donc on a fait un truc commun maintenant. Voilà. Merci. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir faire un petit temps de pause, un petit café, ça fera du bien à tout le monde. Merci Hugo. Merci à vous.